Bonjour, aujourd'hui troisième et dernier épisode sur les groupes de papier peint. Alors nous allons montrer qu'il y a au plus 17 groupes de papier peint, au maximum donc, et ce que signifiera, puisqu'on a exactement 17 groupes de papier peint, qu'il y en a 17. Donc la méthode pour démontrer ça est due à John Conway, Conway qui malheureusement nous a quittés le 11 avril 2020, donc tout dernièrement du Covid. Et la méthode donc qu'il a utilisée pour démontrer qu'il y a exactement 17 groupes de papier peint, c'est connu sous le nom de théorème magique de Conway. Ce théorème magique s'applique au groupe de papier peint, mais aussi au groupe, disons, de pavage d'une surface hyperbolique ou de la sphère aussi. Donc le théorème magique de Conway, en fait, dans ses généralisations, peut aussi servir à montrer qu'il y a exactement 7 groupes de frises en procédant différemment de ce qu'on a fait. Et qu'il y a une infinité de groupes hyperboliques de papier peint, de pavage. Donc nous allons commencer et on va réutiliser pour ça tout ce qu'on a fait sur la caractéristique de l'air, c'est pour ça qu'on l'a introduite. Donc un groupe de papier peint agit sur le plan et le quotient, c'est-à-dire en fait la surface qu'on obtient en identifiant les orbites des points du plan, s'appelle un orbifold. Orbifold, donc un orbifold, je vais le prononcer à la française, pas de souci. Donc par exemple, pour le groupe P1, qui est juste les translations, le quotient c'est le tore. On prend un domaine fondamental par exemple, et à cause des translations, on doit recoller les bords opposés. Donc on retrouve la notion de patron du tore, ce genre de choses. Donc le domaine fondamental du groupe est un patron de l'orbifold. Et à cause de cela, puisqu'on connaît exactement, si on connaît les isométries et le domaine fondamental, on va pouvoir reconstruire le groupe. Donc toute tessellation, ça c'est important, toute tessellation de l'orbifold induit une tessellation du plan simplement en répétant donc la tessellation un peu partout. Ça a une conséquence qui est que la caractéristique de l'air d'un orbifold qui provient d'un groupe de papier peint est automatiquement nulle. Et c'est ça qui va nous permettre de limiter donc le nombre de groupes de papier peint à au plus 17. Donc pour ça on aura besoin d'un lemme. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour démontrer ça? On va prendre une tessellation de l'orbifold, obtenir une tessellation du plan, et en fait en prenant assez de copies de ces tessellations, assez de cellules primitives, obtenir en fait une approximation de la caractéristique de l'air de l'orbifold. Donc ce dont il faut se rendre compte, c'est que si on prend un disque de rayon R et qu'on regarde les cellules primitives, le nombre de cellules de domaines fondamentaux, disons, croît comme R carré, tandis que le nombre de domaines fondamentaux qui ne sont pas entourés, donc qui sont sur le bord du disque, croît comme R. Donc en gros, on pourra estimer l'idée de ce... Bon, on peut regarder la preuve du lemme, c'est une preuve classique, par exemple, du problème du Gitter. Donc c'est simplement une adaptation de la démonstration de Gauss qui est due à ça. Donc l'idée, à cause de ceci, c'est qu'on a, je veux dire, l'idée de la preuve du lemme, c'est donc de compter, de faire correspondre en fait les domaines fondamentaux à un réseau de points. On peut estimer le réseau de points en fonction du rayon et du diamètre donc d'une cellule primitive, donc la plus grande distance entre deux points qui devraient être d'une même cellule. Et donc nous obtenons ici un encadrement en fait par un disque légèrement inférieur et un disque légèrement supérieur du nombre de cellules recouvertes par le disque de rayon R. En développant ça, on obtient donc une approximation du nombre de cellules à l'intérieur du disque et aussi du nombre de cellules qui sont au bord du disque. Si on prend maintenant passons à la preuve du théorème, c'est ça qui nous intéresse en fait. Donc ce lemme c'est juste une version du théorème de Gauss sur le Gitter, donc sur les points à coordonnées entières dans un disque. Alors la preuve du théorème, elle est plus intéressante.
On prend une tessellation donc de l'orbifold qui induit une tessellation sur un disque de rayon R. Et on va prendre le rayon très grand au bout d'un moment. On regarde le nombre de domaines fondamentaux et donc il y en a qui sont à l'intérieur du disque et il y en a qui sont au bord du disque. Une face, en gros, est répétée autant de fois qu'il y a de domaines contenus, enfin de domaines fondamentaux contenus dans le disque. C'est la même chose aussi pour les arêtes et les sommets. Tous ces objets sont répétés le même nombre de fois. Donc la caractéristique de l'aire du disque, c'est approximativement celle de l'orbifold multiplié par MR, le nombre de cellules. Alors approximativement parce que l'erreur correspond au nombre de cellules primitives qui sont au bord du disque. Bon, mais la caractéristique de l'aire du disque est 1, et donc la caractéristique, ça veut dire que la caractéristique de l'aire du disque qui est 1 doit être égale à MR fois la caractéristique de l'aire de l'orbifold plus un reste qui est négligeable en fait. Mais il suffit ensuite de diviser par R carré et on obtient que la caractéristique de l'aire du disque est approximativement 1 sur R carré, donc 0. Donc, une fois qu'on a ça, donc ça va nous permettre de restreindre donc le nombre de groupes de papier peint. Alors, on va déterminer en fait, à partir d'un orbifold, comment est-ce qu'on peut déterminer si oui ou non c'est l'orbifold d'un groupe de papier peint ou s'il est de caractéristique nulle. En fait, quelle est sa caractéristique nulle? Alors la caractéristique de l'aire. La caractéristique de l'aire, on peut la déterminer à partir du patron, donc on pourrait simplement regarder le patron et compter la caractéristique de l'aire. On l'a fait pour le Thor, on l'a fait pour la bouteille de Klein, c'est quelque chose qu'on sait faire. Mais en fait, on veut le faire de façon un peu plus générale, sans nécessairement regarder les patrons, donc il faut être un tout petit peu plus abstrait. Donc ce qu'on peut ajouter dans un patron, pour décrire l'orbifold, ce sont les glissements, les miroirs, les centres de rotation qui sont hors des miroirs et les centres de rotation qui sont sur des miroirs. On a vu que c'était important de distinguer les deux. Ces deux informations permettent de reconstruire le groupe, enfin toutes ces informations reconstruisent le groupe, donc décrivent aussi complètement à la fois le groupe et l'orbifold. Pour cela, donc, on va utiliser la notation de Conway qu'on a déjà vue. Donc un miroir est noté avec une étoile, un glissement avec une croix, un n-centre c'est juste déterminé par un nombre n, et ceux qui sont mentionnés avant une étoile ne sont pas sur un miroir, et ceux qui sont mentionnés après sont sur un miroir. Et l'absence de toute isométrie, donc seulement les translations si on veut, c'est noté que par un petit rond qu'on appelle une poignée. Alors il y a des isométries qui sont banales. Ces isométries banales, il va falloir faire attention. Il va falloir dire, ah celle-ci est banale, je ne la prends pas, je la compte pas, celle-ci n'est pas banale, je la compte. Donc en premier lieu, on va déterminer tous les centres. Puis ensuite les miroirs non banals, parce qu'il peut y avoir, à cause des centres, s'il y a un miroir, il peut y avoir un autre miroir qui lui est banal, c'est-à-dire engendré par le centre et le miroir. Ensuite il y a des glissements, alors certains sont banals, d'autres non, donc on va juste considérer les glissements non banals, et même enfin les translations non banales. Si on prend donc des miroirs, s'il y a des miroirs, il y a automatiquement des translations. Donc les translations font partie des isométries banales. Banal masculin pluriel s'écrit avec S à la fin dans ce cas-là. C'est dans cette acception du mot là. Donc c'est pas une faute de frappe. Donc maintenant qu'on a cette notation de Conway, voyons peut-être un exemple. Regardons P4G. Alors P4G, si on regarde bien à quoi il ressemble, il a deux orbites de centre, une orbite de 4 centres et une orbite de 2 centres. Alors l'orbite de 4 centres n'est pas sur un miroir, tandis que l'orbite de 2 centres est sur un miroir. Donc il y a une seule orbite de miroir et 2 orbites de glissement, mais les glissements sont banals. On peut les obtenir par l'action des centres et les miroirs. Et les translations elles-mêmes sont banales. On peut obtenir les translations à l'aide des miroirs
même des glissements, hein, tout simplement. Prenons les glissements, hein, qu'on applique 2 fois un glissement, on obtient les translations. Donc en notation de Conway, il y a un 4 centre qui n'est pas sur un miroir, donc on commence par 4, puis un miroir, puis un 2 centre sur ce miroir, et pas de glissement non banal, pas d'autres miroirs non banal, pas de translation non banale. Tout le reste est banal, donc on ne note seulement 4 étoiles 2. Maintenant, l'orbifold, c'est une surface compacte, hein, c'est une surface qui est bien délimitée, si on veut, bornée. Imaginons c'est une surface bornée, donc s'il n'y avait aucune symétrie, une surface bornée, ce serait une sphère ici. L'ajout des isométries va modifier l'orbifold et donc sa caractéristique. Alors s'il y a des glissements non banals ou des miroirs, ça va engendrer les translations, donc les translations pour l'instant n'ont pas à être ajoutées au départ. Mais peut-être qu'elles auront besoin plus tard, on va voir. Nous allons déterminer pour chaque type d'isométrie que l'on va ajouter sa contribution à la caractéristique de l'air. Donc à quel point elle va en fait la diminuer. Donc un miroir va identifier 2 parties de la surface. Alors si on prend une sphère et qu'on prend un miroir, alors, ça va identifier 2 moitiés de sphère, donc 2 hémisphères, et on va se retrouver simplement avec une sphère avec un trou. Donc un miroir, ça crée un trou. Et les trous, on sait que ça diminue la caractéristique de l'air de 1. Pour les glissements, c'est à peu près pareil, hein, c'est en fait on introduit un ruban de Möbius avec un glissement, c'est quand on prend 2 côtés opposés du patron mais qu'on les recolle tête bêche, donc à ce moment, ce qui nous donne un ruban de Möbius. Donc dans ce cas-là, ça signifie qu'on doit ôter un disque et recoller à la place du disque un ruban de Möbius. Alors ôter un disque, ça crée un trou, donc on perd quelque chose, et le ruban, en rajoutant le ruban de Möbius, en fait, on n'ajoute rien. La caractéristique de l'air du ruban de Möbius est nulle. Donc globalement, un glissement va diminuer la caractéristique de l'air de 1, pourvu qu'il soit non banal, bien sûr. Si on ajoute un n-centre qui n'est pas sur un miroir, alors c'est un peu plus difficile celui-ci à imaginer, mais ça va encore. En fait là, on va remplacer en fait un morceau de la sphère, un trou si on veut, ou un point de la sphère par un point conique, par un petit cône. Et ce petit cône, sa caractéristique de l'air est déterminée par son défaut angulaire. Et si on fait le compte, on a mis un trou et on a ajouté quelque chose qui ne contribue que pour 1 sur n, le défaut angulaire, et donc la caractéristique de l'air a baissé de 1 sur n moins 1, ou si on veut, elle a baissé de n moins 1 sur n. Maintenant, si le centre est sur un miroir, alors en fait il y a 2 miroirs qui forment un angle de 2π sur n, 2π sur 2n entre eux, donc de π sur n entre eux, mais c'est pour bien mettre l'emphase sur l'angle du cône est divisé par 2 en fait, et donc dans ce cas le cône a une contribution de 1 sur 2n, et ça nous donne finalement, là une faute de frappe, c'est 1,5 ici, excusez-moi, donc finalement, donc ça nous donne une contribution de n-1 sur 2n. Donc c'est ce que coûte en fait c'est cette quantité qui va diminuer la caractéristique de l'air. On va soustraire cette quantité à la caractéristique de l'air, puisqu'on a dû remplacer un point tout à fait valable par un point qui ne contribue que pour n-1 sur 2n. Et finalement, s'il n'y a pas s'il n'y a aucun centre, aucun glissement, aucun miroir, rien du tout, à ce moment-là, on a les translations qui sont non banales, et donc les côtés opposés sont identifiés, c'est le tore. Et le tore, on sait que pour passer de la sphère au tore, on diminue la caractéristique de l'air de 2. Donc ce cas-là est facile. Voilà, donc on a déterminé les coûts en fait de chacune de ces isométries, et on sait qu'on doit trouver 0 à la fin. Et on sait aussi que les centres possibles sont que des centres d'ordre 2, 3, 4 ou 6. Donc en fait, on a tous ces coûts-là qui sont possibles et rien d'autre. Alors essayons petit à petit, puisqu'il n'y a du coup qu'un nombre fini de possibilités, puisqu'on doit partir de 2, arriver sur 0 en soustrayant ces nombres-là, il n'y a qu'un nombre fini de possibilités qu'on va détailler. Alors s'il n'y a pas de centre, soit on peut avoir
un tore pur, donc rien du tout, juste les translations, et donc la poignée est possible. 2 miroirs sont possibles. Un miroir, un glissement, c'est possible, ou 2 glissements, c'est possible. Chaque miroir et chaque glissement coûtant 1, on arrive à 0 avec ces configurations-là. Donc maintenant, supposons qu'il y a un centre, mais ni miroir ni glissement. Alors, commencer par 6, 6, c'est pas possible. Hein. Je vais aller dans l'ordre décroissant de l'ordre, hein, mettre le plus grand ordre en premier. 6, 6, ça ferait quelque chose comme 10 douzièmes, donc 5 sixièmes. 5 sixièmes qu'il est impossible ensuite de compenser pour obtenir 0 à la fin. 6, 4, pour les mêmes raisons, est impossible. Hein. Quand on regarde les coûts, on n'arrivera pas à tout dépenser pour arriver à 0, ou soit on dépensera trop, soit pas assez. Par contre, 6, 3, 2 est possible. Hein. 5 douzièmes plus, 5 sixièmes plus 2 tiers plus 1 demi. 5 sixièmes plus 2 tiers plus 1 demi va nous donner en fait exactement 2. Donc lui est possible. Commencer par 6 puis par 2, 5 sixièmes plus 1 demi, ce n'est pas possible. Hein. On ne trouvera rien sans miroir. Hein. On pourrait imaginer qu'il y a un miroir, mais non. On ne pourra rien faire pour descendre à 0. 4, 4, 3 n'est pas possible aussi. 4, 4, 2 par contre est possible. 3 quarts plus 1 demi est possible. 4, 2 n'est pas possible. 3 quarts plus 1 demi. Après il faudrait encore diminuer, mais on n'y arrive pas à donner 2. 3, 3, 3 est possible. 2 tiers plus 2 tiers plus 2 tiers, ça fait bien 2. 3, 3, 2 n'est pas possible. Et finalement, 3, 2 lui-même n'est pas possible. Et finalement, 2, 2, 2, 2 est possible. 1 demi plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi. Et ça nous donne finalement les possibilités quand il n'y a ni miroir ni glissement. Alors ajoutons un glissement. Pour qu'il y ait un glissement et des centres, en fait, le glissement va directement nous faire descendre la caractéristique de l'aire de 1. Donc si 6 quelque chose est croix, ça serait 5 sixièmes plus quelque chose qui devrait être égal à 1. Mais il n'y a rien qui va nous permettre de faire 1 avec 5 sixièmes. Même chose pour 4. 4 quelque chose croix, ce n'est pas possible. Il faudrait que 3 quarts plus... Il faudrait qu'on ait un quart dans cette liste ici. On l'a là, mais ici il y a un miroir, et là on n'a pas de miroir. Hein, c'est notre hypothèse. Donc ici on ne peut pas faire 4 quelque chose croix. 3 quelque chose croix et n'est pas possible non plus, il nous faudrait un tiers, et on n'a pas de miroir, donc ça c'est inutilisable. Mais finalement, 2, 2 croix est possible. 1 demi plus 1 demi plus 1, ça fait bien 2. Donc maintenant, on a épuisé tous les cas qui n'ont pas de miroir, donc ajoutons un miroir, des centres et des miroirs. Alors 6 quelque chose miroir, ce n'est pas possible. 5 sixièmes plus 1 plus rien du tout peut faire 2, c'est pas possible. 4 étoiles 2 ensuite est possible. Donc 3 quarts plus 1 plus cette fois 1 quart, ça fait bien 2. 3 étoiles 3, c'est possible. 2 tiers plus 1 tiers, ça marche. 2 2 étoiles est possible. C'est d'ailleurs en fait un des seuls, oui c'est le seul en fait où il y a des centres et un miroir, mais pas de centre sur le miroir. Donc 2 2 étoiles est possible, c'est 1 demi plus 1 demi plus 1. 2 étoiles de 2 c'est possible aussi, 1 demi plus 1 plus 1 quart plus 1 quart. Et on a épuisé les cas où on a un centre qui n'est pas sur un miroir. Alors prenons maintenant notre miroir et regardons si on peut mettre des centres sur ce miroir. Alors étoile 6, 6, ce n'est pas possible si on fait le compte. Étoile 6, 4 non plus. On retrouve en fait les mêmes considérations qu'ici en vérité. Étoile 6, 3, 2 est possible par contre. 5 douzièmes, donc 1 plus 5 douzièmes plus 1 tiers plus 1 quart, ça fonctionne, ça nous donnera 2. Étoile 4, 4, 3 n'est pas possible. Étoile 4, 4, 2 n'est pas possible. Étoile 3, est possible. Étoile 4, 4, 2, ça nous fait 3 huitièmes, 1 plus 3 huitièmes plus 3 huitièmes plus 1 quart. Étoile 3, 3, 3, ça marche aussi. Étoile 3, 3, 2, ça marche. Pas du tout. Étoile 3, 3, 2 ne marche pas. Étoile 3, 2 ne marche pas non plus. Et finalement, on a étoile 2, 2, 2, 2 qui est possible.
Voilà, donc au final, si on compte combien de possibilités on en a trouvé 17. Il y a donc exactement 17 groupes de papier peint, puisque on voit qu'il y a au plus 17 groupes, et dans la vidéo précédente, on en avait trouvé 17. Donc notre liste est complète. Voilà, nous avons réussi, grâce à ce théorème magique de Conway, à déterminer qu'il y a exactement 17 groupes de papier peint et que ce sont bien ceux qu'on avait trouvés avant. Alors, dans le cas hyperbolique, il y en a une infinité en fait, puisqu'il suffit d'avoir une caractéristique de l'air négative pour paver un plan hyperbolique. Et dans le cas de la sphère, il y en a un nombre assez limité. Entre autres, il y a les groupes de Fries, il y en a quelques autres encore. Et il y a une impossibilité à rajouter. Ce théorème magique de Conway, on trouve sa démonstration dans le livre de Conway sur les symétries. Et sinon, par contre, il est très difficile de trouver une démonstration à peu près valable de ça. Là au moins, je vous ai donné une idée, parce que si on va dans les détails, ça devient assez compliqué. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.